Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va aller mettre de l'azote liquide. Donc on a commencé la semaine dernière, mon père en a fait en fin de semaine. On a encore des parcelles de blé à faire. Donc j'en ai fait une ce matin, une cuve ce matin. Donc là, on va charger. Alors j'en ai fait qu'une ce matin parce que ça, vous voyez la bâche là, faut que j'aille ouvrir là-bas là. Et je me suis cassé la gueule dans l'eau, j'ai glissé. Donc j'ai été me changer et j'ai pas fait grand chose. Et mince, voilà. On va mettre en route et on va charger tout ça. Donc là rien de spécial pour charger. Il faut juste regarder qu'en fait il soit bien stable. Alors attends, je sais que j'ai pas attendu assez. J'appuie là avant. Donc alors voilà, c'est pour que la machine se mette bien de niveau en fait. Donc là la machine est de niveau. C'est pour que lors du chargement, le litrage que je vais y demander soit le plus juste possible en fait. C'est pour ça. Donc là, je vais brancher. Je vais aller ouvrir la vanne. Je vais essayer de pas me casser la gueule ce matin. Là, voilà. Là, c'est une cuve de 99 mètres cubes. Donc qui loge environ 4 camions. Avec les 4 camions dedans. Donc là, je viens de programmer l'arrêt automatique. Je demande 4000 litres. Là, je mets ma pompe en route. Je teste l'aspiration. Et c'est parti. Là, c'est parti à remplir. Donc, je la mets pas à fond la vitesse parce que vous voyez, j'ai pas un gros tuyau. Pour perdre moins de temps, il me faudrait un plus gros tuyau. Mais bon, c'est pas grave. Ça met pas de temps, ça met pas trop de temps non plus. Donc comme on le voit, le litrage est en train de monter. Donc là dans l'automoteur on a en gros deux cadrans. Un cadran pour la pulvée où il y a tout, on peut régler. Donc là si je prends ça, on règle les circuits. Donc là on a un aspi dans la cuve principale. Après je me mettrai cuve principale et pulvérisation. Donc on peut tout gérer de là et du tableau où j'étais tout à l'heure en bas. Là on règle toutes les buses. Donc là on est en buse à azote. On utilise la bleue, la marron. Et après on cumule les deux, la bleue et la marron. En fait, selon la vitesse ça va changer de buse et selon la pression en fait. En fait quand la buse arrive à une certaine pression on passe sur l'autre buse. Et quand on est à la deuxième buse, et ben en fait ça rallume la première buse et les deux se cumulent. Ce qui fait qu'on a une plage de travail assez élevée. En gros on peut épandre de, je sais pas, de 5 km/h à 15 ou 20 km/h à des pressions demandées. Enfin moi souvent, bon là en azote liquide c'est moins grave la pression, mais sur de la pulvée souvent je suis entre 2 bars et 2 bars 5. Donc entre 2 bars et 2 bars 5 je peux travailler sur la pulvée de 8 km/h à en gros 20 ou 21 km/h. Donc ça me laisse une grosse plage de travail. En fait ça c'est bien pour les... Moi j'ai des secteurs où j'ai des petits champs, je peux pas trop rouler vite. Et j'ai un autre secteur où là autour de la ferme où on est, où les champs sont plus grands, où je peux rouler plus vite. Donc ça me laisse une grande plage de travail en faisant du bon boulot et en gardant la même pression. Donc, mais tout à l'heure je vais accrocher la GoPro sur la rampe et puis vous verrez le changement de buse au travail. Donc après rien de spécial, hein. On a le rinçage automatique, tous les circuits de rinçage ça se fait tout seul, l'agitation,
Et puis voilà ce que je peux dire là-dessus. Et puis bah là après on a l'automoteur, le réglage de la voie. Donc là on est à 2 mètres. Après je peux monter à 2,40 m si j'appuie là. Et puis bah là je peux dérégler, mettre une petite voie devant et enfin une voie courte devant et une voie large derrière. Voilà. Et après bah, tout ce qui est GPS, système de GPS équivalent au tracteur. Et après là sur la tablette on a fait view pour tout sauvegarder, tout ce qu'on fait. Allez, donc là on est en train de charger, ça se remplit. On accélère encore un peu. Mais voilà, bon allez, je finis de remplir et je déplie et on se reprendra au champ et au travail. Si on fait un petit tour de la machine vite fait, un truc qui est bien, on a un gros coffre de rangement là, regardez. Donc là on peut emmener des bidons, tout ça. Là j'ai un autre rangement, pareil. Bon là j'ai toutes mes pièces pour la pulvée, des bus de rab, un moteur de bus, un moteur électrique. Et voilà, donc avoir le minimum s'il y a un problème dans le champ pour pouvoir remplacer. Réservoir à carburant. Là-dessous aussi on a un anneau pour le tirer. Je vais vous mettre une photo parce que l'autre jour, dans le mois d'octobre, je suis tombé dans un fossé avec en reculant. J'ai tombé les routes derrière dans le fossé. Donc voilà, ça, on sait à quoi ça sert. Il y a un anneau pour le tirer. Et puis après le moteur est caché là-dessous. Moteur ACCO 245 chevaux. Donc en consommation l'autre jour sur les désherbages j'étais à 1 litre 3, 1 litre 4 à l'hectare. Bon, faut savoir que ça tirait dans les blés parce que ça s'enfonçait un peu à des endroits. Donc et voilà, cette consommation là. On est en rampe à l'huile de 36 mètres. Donc voilà, bon après on va déplier dans le champ et puis on verra tout ça au travail. Allez, on vient d'arriver dans le champ, donc c'est un champ de 28 hectares, donc une cuve ça suffisait pas, donc je vais me reprendre là où j'ai arrêté. On est dans un champ de blé, c'est là dans le champ où j'avais fait la vidéo quand on labouré et puis qu'on se met, pour ceux qui ont vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez la regarder dans les vidéos précédentes. Donc voilà, bon, on va déplier. Donc pour le dépliage, on lève les 2 GV à fond, donc GV les géométries variables. Et après j'ai un bouton là, j'appuie et le pulvé se déplie entièrement. Donc on maintient le bouton enfoncé pour qu'il se déplie. Donc quand il est déplié, en fait le pulvé est donc les rampes élevées à fond et les géométries variables sont levées à fond. On déverrouille le cadre pour la suspension. Vous voyez les rampes bougent. Après je baisse les 2 géométries variables, je baisse la rampe. Et après je viens ici et j'appuie sur automatique, c'est-à-dire la rampe va gérer automatiquement sa hauteur. Là, à l'azote liquide, je l'ai réglé à 100 cm de la végétation. Voilà. Donc comme ça, la rampe va suivre le sol. Après, j'allume ma pompe, mon GPS, je règle ma ligne et je vous reprends. Donc là, on est parti. Alors pour vous faire voir, donc là, on est en buse marron, vous le voyez là. Là je suis passé en buse bleue quand je ralentis le marron et après quand j'accélère on a la buse bleue et marron qui sont activées. Et là on gère toute la pression, enfin on a la pression de la pompe et la pression au niveau des buses. Là on a le GPS, donc avec toutes les buses, on est en coupure buse à buse, donc dès que ça recroise,
et bah, les buses vont se couper une par une. Voilà. Et donc là, fait le view qui enregistre. Et bah, après, je monte la vitesse. Hein. Là, je suis à 15 km/h à 4,7 bar. Donc la pression en azote liquide, elle est pas très importante. Hein. C'est un peu l'avantage de l'azote liquide, c'est qu'en fait, quand il y a du vent, eh ben, on peut quand même y aller. C'est un peu un avantage aussi. Et l'azote liquide, le mieux c'est de la mettre sur des sols qui sont humides pour pas qu'on ait d'évaporation et qu'elle sèche en fait. Donc là, ce week-end, ça a mouillé 20 mm. Donc là, les conditions sont idéales. On est dans des petites terres, donc ça marque pas. Donc c'est impeccable. Comme ça, elle va bien pénétrer et on aura le moins de pertes possible. Images au drone. Donc moi du coup le plus vieux ça va faire depuis le mois d'avril que je l'ai. Il y a eu quelques petites bricoles dessus, enfin après ça vient aussi de moi parce que ça a changé quand même par rapport à l'autre, donc un peu plus de paramètres à prendre en compte. Là l'autre jour j'ai tout bouché, j'avais un problème de filtration en fait, mes filtres n'étaient pas bien dimensionnés, ils étaient trop petits, le produit passait pas. Après j'ai mis un filtre trop gros à azote liquide. En fait bah là tout est passé, ça m'a bouché toutes les buses, donc on a passé une bonne partie de l'après-midi à tout déboucher, à tout remettre nickel. J'ai été rechercher les bons filtres.
1 mètre, donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, hein. L'agitation, c'est pareil, bien régler l'agitation pour pas que ça fasse de mousse, surtout avec des glyphos. Et puis après, qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Si, j'avais des problèmes, oui, voilà, de filtration aussi. Même que j'avais un filtre qui était trop petit, un filtre ça suffisait pas, on était obligé de rajouter un filtre derrière. Je vous mets en photo celui qu'on a rajouté derrière pour avoir 2 filtres. Bon, ça je sais que je suis pas le seul parce que d'autres utilisateurs ils en ont aussi rajouté, mais j'avais 4-5 bus qui se bouchaient à chaque fois pendant une cuve, donc c'était assez pénible, tout le temps les mains dans le produit, donc c'était pas très agréable. Là ça va beaucoup mieux depuis. Et puis non, après ce que je peux dire, franchement, à l'intérieur la cabine elle est très agréable. Donc on est sur une cabine comme les moissonneuses, hein, les moissonneuses ensileuses Fenn, donc très spacieuse, très calme, c'est très calme. Ça change de l'ancien que j'avais. Après c'est pas la même génération, mais ça change. C'est très calme, même par rapport à un tracteur, c'est très calme. Je suis en train de tourner. Très calme. Quand je remonte dans un tracteur, je trouve que le tracteur est beaucoup plus bruyant que l'automoteur. Le petit inconvénient, c'est la poignée que je trouve, alors pas dans son ergonomie, mais par rapport au tracteur. Pour ceux qui ont l'habitude des tracteurs, en fait, quand on fait le marche avant, marche arrière, avec le tracteur ça passe tout le temps. Là des fois ça passe pas tout le temps, il faut vraiment être bien que la poignée soit au milieu. Là je suis en train de faire des conneries, je vais pas me la pulver. Il faut vraiment que la poignée soit bien au milieu pour que ça le prenne, donc des fois ça le prend pas tout le temps. C'est aussi pour ça l'autre jour que je suis tombé dans le fossé. Bon, c'est des coups de main à prendre, donc quand je suis près d'un fossé maintenant je garde le pied pas loin du frein, parce que voilà. Mais non, après ça va plutôt bien. Après moi je connaissais déjà l'univers Fenn, donc ça m'a aidé quand même, les écrans et tout. Et pourquoi on avait repris un Fenn et pas un Évrard? Surtout la partie GPS. La partie GPS, en fait c'est vraiment bien parce que je peux transférer les lignes de semis sur ces écrans là, sur l'automoteur, c'est-à-dire que surtout dans les maïs et tournesols, pour suivre les rangs, parce que quand tu es dans un automoteur, pour suivre des rangs c'est pas facile parce qu'on voit jamais ses roues. Que c'était dans l'Évrard ou dans celui-là, les roues sont soit derrière soit sur les côtés, alors qu'un tracteur tes roues sont devant en fait, et c'est beaucoup plus facile pour suivre les rangs. Donc là faut poursuivre les rangs, en gros je me guide avec les 2 marchepieds qui sont là à mettre l'inter-rang en gros dans le milieu du marchepied. Mais voilà, donc en gros mon frère il sème les maïs, il a ses lignes, je les reprends et après du coup ça va impeccable pour passer en travers les rangs, c'est beaucoup plus facile. Avec l'Évrard je pouvais pas le faire parce que j'avais pas le même GPS, et même que tu transférais les lignes ça marchait pas bien, et même que tu refais une ligne c'est jamais exactement la même ligne. Donc c'était pas, voilà, c'était assez fatigant quand il fallait faire ça, franchement. Donc la concentration était vraiment, il fallait vraiment beaucoup se concentrer pour suivre les rangs. Donc là ça c'est vraiment du super confort. Voilà, et après donc voilà, la coupure par GPS, il braque très bien aussi. Après je pense que l'inconvénient il est beaucoup plus lourd. Je pourrais pas vous dire exactement le poids, mais je pense qu'il est beaucoup plus lourd. J'ai quand même beaucoup marqué à des endroits dans les blés, donc je pense que c'est beaucoup plus lourd. Mais voilà, bon, peut-être qu'un jour j'achèterai des pneus plus larges pour faire l'hiver, et puis garder ceux-là pour les remettre pour le printemps, pour les maïs tournesol. On verra par la suite comment ça évoluera, mais voilà. Et après aussi la conduite change un petit peu parce que la cabine est à l'avant, donc en gros ça fait un peu comme un bus, ça tourne un peu comme un bus. Donc non, mais ça va plutôt bien, faut prendre le coup de main. Et le fait aussi de ne pas avoir à monter 50 fois en hauteur par rapport à l'Évrard qui est vachement haut. Bon, après ça c'est des détails, hein, c'est rien d'important ni de grave. Et après voilà, par rapport à l'Évrard c'est aussi la génération et le confort. Ouais, le confort, ça j'en ai pas parlé, mais il est très confortable. Surtout que moi j'ai des problèmes de dos, j'ai souvent mal au dos, et dans l'Évrard j'ai sacrément souffert à des moments parce qu'il était très dur. C'était les suspensions à ressort, hein. Bon après voilà, il avait plus de 10 ans, donc
les nouveaux sont sûrement montés sur coussin d'air. Mais là, le confort, là, c'est le top du top. Franchement, c'est très souple. Et Dieu sait que cette année, ça va être important parce que à certains endroits dans les restes qu'on a fait, quand on va passer des fongies puis que les restes vont être sèches, je peux vous dire que ça va taper. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur cet automoteur. Donc à suivre, on verra la fiabilité dans le temps et voir comment ça évolue. Et voilà, donc je l'avais pas dit, enfin si je l'avais dit, mais voilà, c'est un automoteur qu'on avait acheté d'occasion qui avait 1000 heures. Donc voilà, pas neuf. Pourquoi pas neuf? Tout simplement pour une question de tarif, hein, parce que neuf ça a extrêmement pris en tarif et pour nous c'était pas possible. Enfin, c'était pas possible, faut rester sur des coûts qui étaient raisonnables à l'hectare. Et de partir sur un neuf, on serait pas parti, souvent on serait pas parti sur cette marque là. Bon, après tu vas me dire les tarifs ont évolué sur toutes les marques, mais on serait pas parti sur un neuf. Hop, que je fasse pas de conneries. Là non, c'est bon. Donc voilà. Donc il y a plusieurs matériels, hein, comme vous pouvez le voir sur l'exploitation. Je vous coupe là, je vous reprends parce qu'il y a un poteau. On va essayer d'éviter de foutre la rampe dedans. Bon, voilà, j'ai passé le poteau. Oui, ce que j'étais en train de dire, oui, pourquoi, voilà. Non mais voilà, l'évolution des tarifs du matériel a sacrément évolué. Donc sur l'exploitation, voilà, sur des gros matériels, quand on essaye de trouver de l'occasion récente. Là, comme cette année, le plus vieux, c'était pas. Enfin, on commençait à y regarder et bon, voilà, quand l'occasion s'est présentée, on a un petit peu sauté dessus parce que des occasions récentes, il n'y en a pas toujours, c'est pas toujours facile à trouver. Donc là, le concessionnaire en plus nous garantissait 1 an. Donc voilà, sur certains matériels, on part sur des choses d'occasion voilà, parce qu'en neuf, ça coûte trop cher, hein, tout simplement. On va pas chercher midi à 14h. Voilà, enfin c'est pas que ça coûte trop cher, mais enfin si, mais après voilà, on fait pas cette surface pour pouvoir l'amortir, c'est tout. Mais voilà, après il faut aussi trouver des matériels qui avancent, qui débitent, parce que les fenêtres de tir sur la PLV, elles sont sacrément courtes à certains moments. Là j'ai désherbé tous mes blés en pas longtemps. Et heureusement que j'étais bien content de l'avoir, d'être en 36 mètres, que ça avance. Parce qu'il y a tout le temps du vent, tout le temps en permanence du vent. Je trouve que moi ça fait 7 ou 8 ans que je traite et j'ai encore oublié d'allumer la pulvée. Et je trouve qu'il y a de moins en moins de plus en plus de vent, les conditions sont de moins en moins bonnes pour faire les traitements. C'est beaucoup le soir, beaucoup la nuit ou le matin de bonne heure. Bon, le matin de bonne heure plutôt au printemps, mais voilà, je trouve que c'est de plus en plus. Voilà, faut vraiment avoir de la rapidité pour réaliser les traitements si on veut les faire en bonnes conditions. Donc moi je préfère quand même les faire en bonnes conditions quand on voit le coût des produits. Et voilà, faut de pour qu'il y ait de l'efficacité, il faut que toutes les conditions soient réunies, même si c'est compliqué, très compliqué à certains moments. Voilà, bon, moi je vais vous reprendre après. Allez, on se retrouve le lendemain. Donc hier j'ai pas fini la vidéo, je suis tombé en panne. Je vous mets une photo, il y a une barre, je sais pas comment appeler ça, stabilisatrice qui a cassé. Donc ça s'est découpé dans la ferraille. Donc quand vous pouvez le voir, je vais vous faire voir, on verra peut-être mieux. Du coup, on l'a ressoudé. Et je sais pas si vous la voyez. Là. Ça a été ressoudé par rapport à de l'autre côté. C'est comme ça. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, ça arrive en pleine tranche. Je pense que la pièce en avait déjà un coup parce qu'on voit que là où c'est découpé, il y avait de la bonne rouille. Donc ça l'a fini. Pourtant j'ai pas tapé dans un poteau ni rien, je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc, en plus ça a cassé 2 flexibles. Parce que le cadre s'est mis de travers. Donc, 2 flexibles, on les a été les faire refaire et ça m'a cassé un capteur que je vais vous faire voir.
là où il y a le scotch bleu. Comme ça, bah, on l'a scotché, ça tient pas trop, mais demain, je vais aller dans la cabine, on va bien entendre. Hop. On l'a scotché du coup et bon, il n'y a pas de force, mais bon, demain on va changer parce que la pièce qui s'est découpée, c'est une pièce qu'on peut changer, c'est un petit morceau, enfin un morceau de ferraille qui est pas trop gros, donc demain ça va être changé. Et le capteur, donc là on l'a ressoudé parce que hier on pouvait même pas replier dans le champ, donc j'ai démonté la pièce dans le champ, de la faire venir la ressouder à la ferme parce que bah, ça mettait le cadre de travers. Donc voilà, ça nous a occupé 2 bonnes heures à essayer de réparer ça. Là je continue un peu autour de la ferme et donc voilà. Bah moi ça va être une fin de vidéo. En azote liquide il va m'en rester 50 hectares là, après le champ que vous venez de voir sur les images au drone. Du coup c'était pas dans le même champ où j'ai parlé, j'ai fait les images au drone, c'était pas le même jour, mais donc voilà. Et après bah, un gros lavage de l'automoteur pour enlever l'azote liquide qui peut goûter, il peut y avoir un petit peu partout, que bah, c'est de l'engrais, donc après ça va manger la ferraille, la peinture, donc gros coup de Karcher à la fin de l'azote liquide, voilà. Et voilà, on remplit dans cette cuve. Donc nous on utilise de l'azote liquide et de l'ammonitrate selon les champs, selon l'accessibilité des champs. Donc l'azote liquide, bah, ça coûte moins cher que de l'ammonitrate hein, si on la compare. Et, nous au moment des achats il y avait une centaine d'euros à la tonne, donc voilà, ça vaut le coup. Mais bon, après la logistique est un peu plus compliquée, l'accessibilité dans les champs avec l'automoteur c'est pas toujours évident. Surtout là cette année avec l'humidité au sol, donc voilà, et ça répartit aussi un petit peu le travail hein, de pouvoir en faire à l'épandeur à engrais. Voilà, et après pour les blés on rajoute aussi du soufre et on met du phosphore, donc le soufre sous forme de kieserite et le phosphore sous forme de super 45. Voilà pour les blés, pour l'automoteur, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.